Deuxième tableau, j'aimerais envisager maintenant la communication. Vous vous souvenez, dans le petit film que nous avons vu, j'aurai un téléphone dans ma dent, pourvu qu'il ne la perde pas. Nous n'écrirons plus, disait cette jeune femme, beaucoup de choses sur la communication. Ici, Laurent, je m'adresse à vous. Je vais essayer de faire très court. En, oui, 2050, quelle question en 2050, voici ma question. Il faut distinguer deux choses. D'une part, les tuyaux, la technologie, et d'autre part, les contenus. Alors, qui va l'emporter? Alors, soyons clairs, à mon avis, une seule chose, le réseau. Déjà, la puissance d'un ordinateur aujourd'hui, c'est plus la puissance de la machine, c'est les réseaux qui les relient. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il va y avoir des grands bouleversements, à mon avis, avec les technologies, très vite dans des choses qui aujourd'hui sont, exactement comme la voiture tout à l'heure, bien qu'elle continue à exister, monsieur, vont changer. Le téléphone globalement est déjà gratuit. Moi, j'avais une équipe de tournage pour ma société en Argentine il y a une semaine. Je parlais avec eux avec mon iPad, avec la vision, avec Skype. Et non seulement on se parlait, mais en plus, ils me montraient le restaurant. Ils étaient en train de bouffer, etc. Alors évidemment, quand ils ont été filmés dans la Pampa, les chevaux, il n'y avait plus de Wi-Fi. Mais on peut imaginer très vite qu'on va avoir des super Wi-Fi, une nouvelle génération qui sera autre chose que le GSM, qui rassemblera le Wi-Fi et l'Internet, qui baladera du débit partout, qui fixera très vite les limites de la fibre optique, à mon avis, avant qu'on l'installe, elle sera déjà dépassée. C'est quand même une donnée à imaginer. On a pris tellement de retard qu'à force de prendre du retard, le train ne présente plus d'intérêt. On se retrouvera donc avec, n'importe où dans le monde, toutes les informations à disposition. À partir de là, on fait quoi? Voilà. Instantanément, qu'est-ce qu'on va vous vendre? Bon, on ne vous voudra plus de téléphone, parce que le téléphone, ce sera plus mode. Pour l'instant, c'est geek, mais l'iPhone, ça m'amuse. Moi-même, j'ai tout ça, c'est rigolo, mais ça sera fini. On aura un accès à toute l'information, les images, la télé, tout ce qu'on veut, l'Internet, les autres surtout, le réseau, de partout, de manière permanente et instantanée. Quelqu'un a dit une puce qu'on nous aura greffée. Comme les chevaux et les ânes ont une puce. J'y crois. J'y crois pas peut-être comme ça dans un premier temps, mais qu'un gamin, on lui mette un petit truc là, un petit badge, et qu'on puisse savoir qu'il communique, qu'il ait son IP personnel, sa super IP personnelle. Qu'on puisse savoir où il est pour rassurer les parents jusqu'à tel âge. Et puis il la mettra dans une boîte en plomb pour qu'à un certain moment, il puisse aller faire des conneries quand même. Mais on va avoir, à mon avis, la disparition de l'objet de communication qui va s'intégrer par rapport au réseau, et donc, là encore, j'en reviens à moi l'idée un peu de j'ai du futur, le service qu'on vend sur le réseau. Par exemple, la télévision. Il y a quelqu'un qui a dit elle va disparaître. Il imaginait le côté un peu, là encore, space opéra, où on a un écran qu'on déroule. Soit, mais on s'en fout qu'il soit plat, qu'il se déroule, qu'il mesure tant, qu'il fasse ça. Ce qui compte, c'est l'accès à l'image, au contenu. Je crois que la télévision actuelle est morte. TF1, par exemple, le rendez-vous de 20h. Est-ce que pendant longtemps, on va continuer à regarder le rendez-vous de 20h de TF1? Oui, du monde, mais de moins en moins. Moi, je regarde LCI, BFM, iTélé, ça me regarde. Je regarde les journaux sur mon appareil. Autrement dit, qu'est-ce qu'on regardera encore à la télé à un moment donné? Le direct, c'est-à-dire le football, le couronnement de la reine d'Angleterre, le résultat de l'élection présidentielle, ou bien des films du football. Mais même ça, ça va changer. Vous ne vous adonnerez plus. C'est déjà ce que fait Canal. Canal, vous êtes abonné, vous regardez des chaînes, vous n'êtes pas obligé de regarder le film alors que vous voulez. Vous le téléchargez en temps réel, en 15 secondes, vous avez le film devant vous, vous le regardez. Vous n'avez même plus à l'enregistrer, le film. C'est le service qu'ils vous vendent. Et je me demande si ce ne sont pas les médias eux-mêmes qui vont rattraper ce que je disais un peu pour l'automobile. C'est-à-dire que, par exemple, là, vous n'achèterez plus les footballs à Orange, comme c'est foutu, mais à Canal ou à Al Jazeera qui vient d'acheter les droits de je ne sais quoi. Vous les achèterez à la FIFA. La FIFA vous vendra un abonnement et deviendra une super monopole producteur des images. Ce qu'on fait nous et qui dit à la société de course, on produit nos images et on les vend à des gens. On les donne plus ou moins puisqu'on espère récupérer des jeux derrière. Mais c'est déjà ça pour bien de domaines. Donc je crois que la télévision de rendez-vous est morte. La télévision est foutue, telle qu'elle est à moyen terme, à 10 ans, j'entends. En revanche, une communication nette avec tout le monde. Et puis on revient sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'on aura plusieurs IP ou plusieurs puces. Une puce personnelle,
une puce familiale, une puce personnelle, une puce travail, une puce copain, une puce club des amoureux du boson phi, et puis une puce sexe, vous voyez ce que je veux dire, ou autre. Voilà. Et je crois qu'on va être comme ça reliés. Voilà la vision que j'ai. Et là encore, globalement, pour résumer, les appareils, pour moi, vont se dissoudre dans le service qu'ils apportent et les réseaux. Donc toujours la même idée en tous les cas, le service. Pierre Tambourin, à peu près la même idée des choses. Donc oui, l'appareillasage, la technologie. Non, moi c'est pas mon truc mais le contenu. Et Laurent l'a fait. Non, moi ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, parce qu'il y avait une remarque sur le thème, est-ce qu'on n'aura pas des ordinateurs plus puissants que le cerveau, etc. C'est là-dessus que je voudrais rebondir, parce que si on se passe en 2050, au fond, quand j'ai réfléchi à ce que nous allions dire ce soir, je me suis situé à mon début de chercheur, il y a donc 38 ans. Et j'ai essayé d'imaginer ce que je savais, enfin de me remémorer ce que je savais à l'époque et ce qu'on sait aujourd'hui. Et au fond, il y a eu beaucoup de révolutions, mais au fond, il y a eu beaucoup de choses qu'on aurait pu prédire à cette époque-là qui se sont produites, et beaucoup de choses nouvelles. Il y a une chose que je ne peux pas prédire, c'est ce que seront les sciences du cerveau et ce que nous permettront de faire ces sciences dans l'apprentissage et dans la communication ayant vocation apprentissage. On peut imaginer, mais ça c'est vraiment de la pure science-fiction et de la pure médecine fiction, non de la science-fiction, qu'on dispose d'une connaissance du cerveau qui permette par exemple d'apprendre des langues au plus jeune âge par des appareils spécialisés et tirant profit de cette capacité extraordinaire du cerveau qu'on est incapable de mobiliser tel qu'on le sait. Et pour répondre à la question du jeune homme qui disait est-ce que nous n'aura pas des ordinateurs, le cerveau dispose, lui, d'un arsenal et d'une complexité qu'aucun ordinateur, même aujourd'hui parmi les plus puissants, n'a. Et surtout, il a une capacité de remodelage permanent qui lui permet de s'adapter et d'apprendre en permanence. Et ça, pour l'instant, à ma connaissance, on est... Oui. Donc voilà ma modeste intervention dans ce domaine. André-Yves, là-dessus. Laurent disait... Essentiel, le réseau. C'est ça qui va émerger vraiment et qui va devenir l'essentiel de la communication de demain. L'essentiel sera d'abord, dans la suite de ce que disait Pierre, notre sagesse et donc quelles sont les valeurs dominantes. Est-ce qu'on a une vision de l'homme comme mécanique et ça c'est très dangereux, ou est-ce que l'homme est un être fait de sang et de passion et cela dépasse? Il faut se dire que le tout n'est pas la somme des parties. Hein. Avec les mêmes atomes de carbone, on fait du graphite et on fait du diamant, et c'est pas pareil. Donc c'est comment tout ça est combiné. Donc voilà, l'être humain, la vie, c'est extrêmement complexe. Et nous sommes autre chose qu'un super-ordinateur, heureusement. Mais Laurent a raison d'insister sur le réseau. Qui dit réseau, dit effet réseau. Et donc, il faut voir qu'il y a deux effets réseau en compétition. D'une part, un effet réseau qui favorise les petits, qui permet à chacun de défendre sa différence, parce que je peux m'informer tout de suite. Et en étant informé, je peux trouver des gens qui pensent comme moi. Autrefois, quand une entreprise avait 100 000 clients mécontents, c'était 100 000 clients isolés. Aujourd'hui, ils sont en réseau et ils représentent une puissance. Donc, il y a une puissance du consommateur, il y a une puissance du citoyen, il y a une puissance des petites organisations, des petites villes, des petites entreprises, comme on disait tout à l'heure, à la condition qu'elles jouent l'alliance et la synergie. Et donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif qui nous annonce la possibilité pour chacun d'exprimer sa différence. Et donc, c'est la démocratie. La démocratie, ce n'est pas le vote. La démocratie, c'est le respect par la majorité de la dignité de chaque minorité. Et nous sommes chacun une minorité. Et puis, il y a l'effet antagoniste, qui est l'effet Goliath, en quelque sorte. Dès qu'un acteur sur le marché avance et prend par exemple 15% du marché comme l'a fait IBM avec son PC il y a une vingtaine d'années, et par rapport à Apple qui n'avait que 10% du marché, l'écart, le rapport de force n'est pas arithmétique, il devient géométrique. Et ce n'est pas 15 sur 10, mais 15 au carré sur 10 au carré. C'est-à-dire le gagnant creuse son avance et ceci favorise les prises de monopole. Et on sait bien dans le vivant que nos artères, notre système sanguin est absolument indispensable à la vie, mais qu'il véhicule aussi des virus et plein de cochonneries. On ne va pas néanmoins supprimer nos artères pour autant. Donc ces réseaux
d'une part, ils peuvent vivifier une société humaniste, et d'autre part, ils peuvent permettre à des grandes entités qui peuvent être économiques, financières, politiques, religieuses, etc., de prendre des positions de monopole. Déjà, Microsoft a réussi à nous vendre de la merde pendant 20 ans, c'est un bel exemple. Oui, mais ça se tire. Ça se tire parce qu'il y a une nouvelle révolution. Oui. Et d'autre part, c'est une possibilité de désinformation extraordinaire. Bon, quand Microsoft s'est rendu compte que Vista était refusé par les grands comptes, il a décidé d'investir 300 millions en communication pour convaincre le grand public que c'était très bien Vista. Voilà. Bon, donc, un pouvoir de désinformation. Et là encore, c'est de nous, citoyens, que dépend dans quel sens va pencher la balance. Est-ce que dans 2050, nous serons dans un État totalitaire mondial dominé par des crapules, des réseaux criminels, avec des régimes dictatoriaux d'extrême droite ou d'extrême gauche et de grandes multinationales qui se confondront avec les États? Nous avons des États mafieux, alors pourquoi pas des mafias-États? Ou bien est-ce que nous allons voir se multiplier des vagues de citoyennes, qui commencent aussi en Europe, et l'instauration à la fois d'États capables de défendre les droits de chacun et de citoyens et d'entreprises citoyennes? Je suis d'accord avec Grégory. Je voulais juste rajouter un mot. C'est nous placer, nous, dans cette période de 50 ans, qui va venir de 40 ans d'accélération. Le problème que nous allons avoir tous individuellement à résoudre, et nos entreprises et les gens qui travaillent, c'est que tout va être instantané. C'est-à-dire qu'on aura l'information en temps instantané. On se rend compte... Laurent, oui. J'ai une question là-dessus. Oui. Et dans ce monde en question où on a l'information instantanément, on se concentre quand? On travaille en profondeur? Non, mais il y a un problème, c'est que nous avons tous besoin, par exemple pour parler ce soir, Pierre l'a dit, André, moi j'ai préparé quelques notes, je prends un certain temps, je veux dire, le cerveau met un certain temps, voire une nuit, vous savez comment on travaille la nuit. Regardez, l'estomac aussi. Regardez par exemple l'autre jour, l'Angleterre refuse de rentrer dans l'accord entre la France et l'Allemagne. Eh bien, à 11h le matin, le lendemain, il y a déjà des gens qui disaient que l'Angleterre était sortie de l'Europe. Autrement dit, l'analyse de la situation de la décision de Cameron s'est faite en 2 heures. Et on est passé à autre chose. Vous imaginez, mais pour l'entreprise, c'est un vrai problème. Tout le monde ne peut pas, même les plus grands génies ne peuvent pas raisonner en 1 seconde, je veux dire. Donc il y a un temps. Or, on reçoit l'information en pleine gueule, en temps réel. C'est ce qu'on a appelé pendant un moment la communication de crise. Bon, alors il y a une bombe, il y a un truc qui pète, alors on fait une réunion. Ça va, on avait une journée pour agir. Maintenant, on aura une demi-heure. Comment je fais, moi? Et c'est donc un vrai souci, si vous voulez, de fatigue, de stress de l'histoire. Et c'est aussi le problème que comme ça va très vite, ce n'est plus contrôlé. Quand on a commencé, nous, dans la presse, eh bien, il y avait un rédacteur en chef, un secrétaire général. Aujourd'hui, tout est balancé sur Internet, sans aucune vérification, et ça devient l'information. Et quand vous voyez le journal de télévisé de 20h, de TF1 ou de France 2, c'est kiff kiff bourricot. On a besoin de savoir qu'est-ce que vous pensez des nouveaux horaires de train. On a 5, alors qu'il pourrait y avoir une analyse scientifique de combien perd une heure, combien gagne une heure. Enfin, on aurait pu faire le boulot. Qu'est-ce qu'on fait? On va demander à des gens dans la rue 3 points de vue. Et ça donne l'impression aux gens d'avoir un miroir dans la télévision. Et ce n'est pas de l'information. Ce n'est même pas du recul sur l'information. Donc, là-dedans, on perd complètement toute notion. Ça donne exactement ce que dit André-Yves, où tout le monde devient libre et acteur et a son moment de chance, comme disait Andy Warhol, et passe à la télé, et tout le monde a son point de vue comme au Café du Commerce, mais est-ce qu'il n'y en a pas derrière qui vont se débrouiller pour tout reprendre dans un gros truc et piloter tout le monde façon Big Brother?